communauté. Et bien sûr, c'est le début de la route, du grand chemin, du grand boulevard vers le communautarisme. Alors, en effet, est-ce que cette femme a des moyens? Est-ce qu'elle se donne des billes? Est-ce qu'elle se donne des outils qui lui permettraient d'améliorer son vécu quotidien? Est-ce qu'elle sait qu'il existe certaines choses, certaines portes qu'on aurait pu pousser pour avoir tout ce qu'il nous faut pour vivre correctement, pour être vraiment une citoyenne à part entière? Ce sont donc ces questionnements-là qui ont poussé Afrique Liboké à organiser cette conférence aujourd'hui, qui n'est qu'une première d'une série qui va se dérouler. Et Afrique Liboké compte beaucoup sur vous pour revenir soutenir cette association qui est toute petite, qui monte, qui veut monter. Alors, Liboké, donc, c'est une association loi 1901 qui est née en 2013, qui compte une vingtaine de membres et qui a pour but d'œuvrer en faveur de l'intégration des femmes et des enfants africains dans la citoyenneté française. Lourd programme, hein. Mais nous comptons sur vous. Nous comptons sur vous, nous comptons sur ceux qui peuvent nous soutenir pour atteindre nos objectifs. Alors, une fois que j'ai dit cela, je pense que je peux vous annoncer que nous avons parmi nous notre députée du Loiret, Madame Valérie Corre, que nous remercions très sincèrement d'avoir accepté d'honorer notre temps d'échange. Je lui donnerai tout à l'heure la parole pour parler, vous dire quelque chose, hein, ce qu'elle a préparé pour nous. Alors, je ne veux pas accaparer la parole, hein, je ne suis pas habitué, ceux qui me connaissent savent que je ne parle pas beaucoup, hein, mais simplement, donc, vous présenter des personnes qui sont là, qui vont nous entretenir dans ce temps d'échange, à savoir, donc, Madame Mabunda. Et ce sont des personnes qui ne viennent pas d'à côté, hein, s'il vous plaît. Hein. Vous savez, quand un enfant commence à marcher, il faut le soutenir. Hein. Et du coup, on a du soutien d'une personne de l'Argonne. Donc, Madame Ajad Mabunda vient de l'Argonne. Madame Gertrude, bienvenue, Malaloukoumba, qui vient de Paris. Attention. Madame Jeannette Verleur, qui vient de Blois. Monsieur Alexis Miayoukou, qui vient du Mans. Et notre modératrice, Madame Sarah Kouaka, qui vient de Paris aussi. Ensuite, je voulais vous faire part de... Tout à l'heure, vous pourrez aller derrière. Hein, il y a une table qui est très fournie par la littérature africaine, par Monsieur Mawawa, qui est derrière, un illustre écrivain congolais. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc le programme, comment ça va se dérouler? Madame Kouaka va modérer, hein, donc avec nos 4 intervenants. Ils interviennent d'une traite, et après il y aura donc le temps d'échange, un débat et témoignage. Après cela, vous allez avoir l'occasion d'assister à une petite animation culturelle par le groupe vocal Migoudé, hein, pour faire un peu ce qu'il peut. Et après, vous serez invité à l'apéritif, un petit verre d'amitié pour tout le monde. Voilà. Alors sans plus tarder, je vais passer la parole à Madame Kouaka, donc qui va appeler ses intervenants un par un. Merci. Bonjour, merci d'être venus aussi nombreux. Alors on va commencer cette conférence par un mot de Madame Valérie Corre, qui nous fait l'honneur d'être ici aujourd'hui, qui est députée du Loiret, et qui va s'exprimer sur cette thématique, donc, regard et vécu de la femme congolaise de la diaspora, citoyenneté et communautarisme. Madame Valérie Corre, s'il vous plaît. Merci, je vais rester debout, hein, si ça ne vous embête pas. Surtout que je n'ai pas prévu de monopoliser la parole tout l'après-midi, je ne crois pas que ce soit moi que vous soyez
venu écouter. En tout cas, merci beaucoup de l'invitation. Juste une petite précision, je ne suis pas la seule députée du Loiret. C'est gentil de la part de votre présidente, mais on est 6 députés, on est 2 femmes. Voilà, donc c'est mieux de le dire. Je suis la seule députée soutenant la majorité. C'est peut-être ce qui me différencie des autres. La question de la femme est en général en fait, est une question qui se pose dans tous les pays, je pense. C'est-à-dire que je ne suis pas sûre qu'il y ait un pays où l'égalité réelle entre l'homme et la femme, ou entre la femme et l'homme, soit réellement d'actualité aujourd'hui. Alors moi j'ai plutôt prévu de vous faire quelques éclairages par rapport à la situation française, parce que ça serait bien prétentieux que ce soit moi qui vous parle du Congo. Je suis plutôt partie écouter au moins au départ votre intervention, mais vous dire quelques mots sur la situation de la femme dans notre pays, telle qu'elle est prévue dans nos lois, et puis telle qu'on peut la ressentir après en tant que citoyenne. Mais c'est pareil, vous êtes citoyen et citoyenne en France, on pourra continuer l'échange après si vous le souhaitez. Sur le papier, dans les lois, aujourd'hui, la femme est l'égale de l'homme dans notre pays. Ça a même été rajouté dans la Constitution. Il y a eu une réforme constitutionnelle en 2007 qui a permis de préciser cette notion d'égalité. Donc ça veut dire que c'est vraiment un droit fondamental reconnu par notre pays. Et c'est l'aboutissement d'un long combat de ce que dans notre pays on appelle les féministes, c'est-à-dire un certain nombre de femmes qui se sont regroupées au long des siècles pour arriver à l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce que comme dans, je crois, beaucoup de pays, par essence, la femme s'occupe des enfants et des tâches matérielles, et l'homme fait la vie citoyenne, organise les temps politiques, etc. Et donc, après un certain nombre de combats, je vous passe le détail de l'histoire, et je suis sûre qu'en plus vous la connaissez pour la plupart d'entre vous. On a aujourd'hui l'égalité de droit, aussi bien en termes professionnels qu'en termes social, en termes citoyenneté. La réalité, vous habitez l'Argonne, vous habitez d'autres villes de la région, ou même Paris, on est tous pareils, on voit bien que c'est pas complètement ça. C'est-à-dire que ce que disait votre présidente sur le fait qu'au Congo, la femme a de multiples tâches et est donc par ça empêchée de participer à la vie citoyenne et à la vie publique, nous, sur le papier, c'est plus interdit, mais la réalité, elle est comme elle est. C'est-à-dire que qui s'occupe des enfants, majoritairement, ça évolue, mais qui s'occupe des enfants, qui s'occupe des tâches ménagères, l'entretien de la maison, les courses, etc. Voilà. Et donc on dit souvent que les femmes dans notre pays ont une multiple vie. Il y a la vie de maman, la vie de garde ménagère et la vie professionnelle quand elles arrivent à en avoir une, et pour certaines, une vie citoyenne d'engagement public, qu'il soit associatif, politique, voilà. Et donc on est toujours dans cette difficulté-là d'avoir la possibilité que l'homme prenne sa part dans la vie quotidienne de notre pays. Alors on progresse, hein, et dans les générations nouvelles, moi mes parents ont 80 ans, tous les deux à peu près, quoi, sont de cette génération-là, étaient déjà pourtant des gens modernes, je pense, mais mon papa s'est quasiment pas occupé de notre éducation. Il s'occupait de faire bouillir la marmite. Il rapportait l'argent, maman se dédiait au fait d'élever les 4 enfants. Et puis, moi je n'ai pas d'enfants, mais j'ai des frères et sœurs qui, pour le plus jeune, à, je sais jamais, 45 on va dire, et lui participe pleinement. C'est-à-dire que certains soirs, c'est lui qui s'occupe des enfants, va les chercher le soir à l'école, parce que sa femme est engagée dans des associations et a envie de... Voilà. Et donc, on voit bien que ça évolue dans notre pays. Mais la réalité, c'est qu'une majorité de femmes, aujourd'hui, est toujours dans cette difficulté-là d'avoir tout à gérer. Voilà, tous les temps de vie quotidienne. Et donc, même quand c'est dans la loi et dans la Constitution prévue, les choses sont difficiles. Je ne suis pas là pour vous miner le moral, hein, mais c'est la réalité. C'est-à-dire que le combat, je ne crois pas qu'il s'arrêtera une fois. Parce que sur le sujet de la femme, des droits de la femme, c'est un combat qui doit sans cesse être mené. C'est-à-dire que là où on a l'impression à un moment donné d'avoir acquis suffisamment de droits, il y a toujours des retours en arrière. Donc nous, on a beaucoup de lois. On a des lois, parce que nous, dans notre pays, on légifère
Hein, on fait des lois un peu sur tous les sujets, quoi. Donc on a la Constitution qui nous protège, on a des lois sur le travail qui mettent en place l'égalité professionnelle. Pour autant, à emploi et formation égale, il y a encore une différence de salaire. Il y a des textes de loi qui protègent les femmes dans l'organisation. Enfin, on a voté une loi sur l'égalité entre les femmes et les hommes. D'ailleurs, on a mis exprès entre les femmes et les hommes. On a mis la femme d'abord, symboliquement, voilà, qui prévoit tout un certain nombre de choses pour garantir la présence des femmes et garantir leur égalité de droit. Mais les choses sont compliquées. Et donc, voilà, c'est un combat nécessaire. C'est un combat de tous et qui n'arrive à fonctionner, et d'ailleurs la salle est plutôt réjouissante de ce point de vue-là, ce combat-là n'arrive à être réel que quand il est porté et par les hommes et par les femmes. On ne progresse que quand on le porte collectivement. Ça ne peut pas être que l'affaire des femmes pour que ça évolue en France comme dans tous les autres pays. Et donc effectivement, ce sujet-là, moi, j'y suis sensible, et d'où ma présence avec vous. Alors vous m'excuserez, moi je vais partir vers 4h, vers votre quartier, d'ailleurs je vais à l'Argonne. Mais voilà, en tout cas, bravo pour cette initiative, bel après-midi, bonne conférence, et puis on aura sûrement l'occasion de se rencontrer de nouvelles fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Le prochain intervenant n'a pas pu venir, malheureusement. Donc, il s'agissait du psychologue Dominique Mayala. Étant absent, on va passer à notre prochaine invitée, Madame Jeanne Mabunda, qui est aide-soignante et qui va nous parler des aléas de la femme congolaise de la diaspora en rapport avec ses origines. Oui. Bonjour. Tout d'abord, je ne veux pas parler de la femme, mais je veux parler d'abord de moi. Je suis une femme congolaise. Je suis arrivée en France, j'avais 24 ans. Et je suis arrivée, voilà, j'ai quitté mon pays, j'étais tout jeune. Aujourd'hui, j'ai 51 ans. Donc, voilà, je veux vous parler d'abord de moi et de ma famille, des enfants. Parce que tout à l'heure, Madame députée a parlé des enfants. Et moi, je vais parler parce que je suis dans un quartier, l'Argonne, que tout le monde sait que c'est un quartier qui est un peu agité, qu'il n'y a que des ratés qui peuvent sortir dans ce quartier-là. Mais moi, aujourd'hui, je suis fière. J'ai accompagné mes enfants. Pourquoi, comment, pour leurs études. Et aujourd'hui, je suis fière, mais je ne suis pas dans un quartier de luxe, un quartier où tout le monde peut dire qu'il y a des ratés, mais moi, je n'ai pas fait des ratés. Donc, c'est pour cela que je voulais témoigner sur ça. C'est pas, au fait, assumer l'éducation des enfants, les accompagner sur la scolarité. Donc, c'est pour ça, je voulais vous parler de ça. Moi, j'ai accompagné. Au fait, aujourd'hui, les enfants, d'abord, pour moi, c'est pas d'abord la réussite. C'est vrai, c'est la réussite qui est là, mais d'abord, la réussite de mes enfants, c'est pas la mienne. Mais, en quelque sorte, c'est la mienne parce que moi, j'ai pas eu ce qu'ils ont eu. Parce que, comme Madame la Présidente nous a dit, nous, au Congo, il y a 2 fois, tu pouvais voilà, être à l'école, mais si tu n'as pas de parents qui sont bien, ou tu ne pouvais pas aller loin. Donc moi, je ne suis pas allée loin, mais j'ai eu mon brevet, et puis je suis arrivée en France, et aujourd'hui, j'ai eu 4 enfants. Donc pour moi, la réussite de mes enfants, en quelque sorte, c'est la mienne, mais je n'oublie pas le parcours que j'ai fait pour en arriver là. Et puis, je vais vous parler aussi de la femme de la diaspora, comme on a dit. Parce que les hommes congolais, aujourd'hui, voilà, on est en France, on souffre ensemble, mais ils retournent toujours vers l'Afrique pour aller chercher d'autres femmes, pendant que, ici, voilà, ici, ils ont des enfants, une famille, et ils vont quitter ici, ils vont en Afrique
pour aller faire une deuxième famille. Et ça, je crois bien que la femme congolaise, elle est vraiment dessus sur ça. Et sur ça, on va essayer de se battre pour, de nos jours, les hommes qui ne respectent pas la femme congolaise. Parce que la femme congolaise fait beaucoup pour la communauté congolaise. Donc, je crois bien qu'on doit se battre pour ça. Aujourd'hui, la femme, comme Madame le député a dit, là, il y a l'égalité maintenant. Donc, il n'y a plus des femmes soumises ou les femmes, je ne sais pas quoi dire. Donc, il faut donner la valeur à la femme de ce qu'on fait à la maison, au travail et tout le quotidien. C'est souvent que c'est la femme qui assure. Donc, les hommes aujourd'hui, il faut qu'ils connaissent tout ce qu'une femme congolaise peut faire, n'importe quelle femme, hein. Mais souvent, je parle parce que de mes origines, c'est la femme congolaise. Et pour ça, on doit se battre pour ce que font les hommes aujourd'hui. Donc. Alors, et en dehors des hommes, pour ce qui est de vos enfants, par exemple, vous parliez au départ, quelles sont les difficultés que les femmes de la diaspora congolaise, par exemple, rencontrent pour l'éducation de leurs enfants, pour l'accompagnement à la citoyenneté, pour l'accompagnement dans les devoirs, par exemple? Mais aujourd'hui, par exemple, la femme, je reviens encore, si la femme peut assurer, mais au moment où elle n'est pas, son mari ne le porte pas. Donc l'éducation de l'enfant, du coup, voilà, la femme, il y a l'amour qui est là, donc le cœur est divisé entre l'amour et les enfants, et assumer l'éducation. Une femme ne peut plus assumer parce qu'elle est déjà dessus. Et puis d'un côté, il faut qu'elle assume les enfants, il y a des soucis. Donc du coup, la femme n'arrive plus à assumer l'éducation. Et le mari qui est divisé entre l'Afrique et l'Europe, voilà ce qu'on traverse. Donc voilà. Et voilà, c'est ce qu'on traverse, les femmes congolaises. Et pour ça, voilà. Donc selon vous, le double foyer? Le double foyer, en fait. Le double foyer. Vous pensez qu'il y a beaucoup de femmes de cette diaspora aujourd'hui qui sont dans cette situation et que c'est ça la principale, la principale raison qui fait qu'on a des difficultés? Et oui, on a des difficultés. Et puis le divorce. Les femmes, la plupart des enfants congolais, je parle africain, s'il n'y a pas de réussite, parce qu'il y a des divorces, parce que le mari n'est pas là, la femme ne peut pas assumer le travail, l'éducation des enfants, et puis voilà. Donc du coup, l'éducation des enfants est ratée parce que le mari, quand le mari est là, le mari peut surveiller les enfants. Et quand la maman n'est pas là, donc c'est l'inverse. Mais s'il n'y a que la maman qui s'occupe de tout, à la fin, voilà, la maman ne peut pas assumer tout. Elle ne peut pas être partout. Donc, d'où il y a le problème de manque pour l'éducation des enfants. Je crois, à mon avis. Mais après, les autres, ils peuvent dire... J'entends les gens réagir dans la salle. Ben oui, quand même, on peut intervenir. Regardez bien vos questions qu'on va prendre après. Hein. Mais en dehors du comportement du mari qui impacte donc, les enfants, au niveau de ce que transmet la mère, par exemple, au niveau des valeurs, est-ce qu'on peut dire qu'ici, par exemple, les femmes congolaises de la diaspora, elles subissent une dégradation de leurs valeurs, une perte de leurs valeurs et une difficulté à les transmettre à leurs enfants? Oui ou non, ça dépend. Parce que transmettre à les enfants, c'est pas tous les foyers que je parle, hein, parce qu'il y a des foyers qui sont bien. C'est pas, mais je parle de la majorité. C'est la majorité. La minorité, il y a la minorité, mais la majorité est plus. Donc il y a plus de la majorité que de minorités. Donc pour... au fait, la question que tu m'as posée, c'est... Je reprends. Donc, en mettant l'homme de côté, hein, donc ce comportement de côté, au niveau de la femme, au niveau de l'éducation que la femme donne à ses enfants, est-ce que la femme congolaise qui est dans la diaspora subit une dégradation, en tout cas, de ses valeurs de femme congolaise quand elle arrive ici en France? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que je connais, il y a des femmes qui ont élevé leurs enfants tout seuls et qui ont réussi. Donc aujourd'hui, la femme congolaise,
en tout cas, a évolué. C'est pas comme nos mamans, mais la femme congolaise a évolué. Et puis, voilà, t'es là, t'es intellectuelle. Donc voilà, on a beaucoup des intellectuels. Et puis, on s'informe maintenant. Et puis, voilà quoi. Je crois bien que la femme congolaise est en train d'évoluer. Et sur les points qu'on ne maîtrise pas forcément, par exemple, vous parlez de votre parcours tout à l'heure au Congo, comment on prépare les enfants à la citoyenneté, puisqu'au Congo, déjà, à quoi ça renvoie la notion de citoyenneté, et quand on arrive ici, comment on fait pour accéder à la citoyenneté? Ben, déjà, c'est formé. Moi, je suis arrivée à 24 ans, donc je me suis intégrée. Donc, je me suis dit, je laisse mes origines. À 24 ans, j'étais encore jeune. Aujourd'hui, j'ai 51 ans. Donc, je respecte déjà la personne qui est devant moi. Je respecte les enfants. Je respecte, voilà, qu'est-ce que je peux dire, je respecte la loi. Donc, tout ça, ça fait que, voilà. Et vous, par exemple, chez vous, avec vos enfants, est-ce que vous les préparez à ces questions-là de citoyenneté, de civisme, comment? Oui, parce qu'eux-mêmes, voilà, ils sont nés ici, ils ont grandi ici, et ils respectent, oui, on en parle, oui, de ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils doivent faire. Bon, voilà. Parce que, voilà, d'abord, il faut, au fait, ce que je voulais dire, il faut faire respecter les consignes. Donc, ce que eux, ils ont été à l'école ici, donc ils ont des consignes, ils savent les lois par rapport à moi. Moi, j'ai appris comme ça, mais eux, ils doivent respecter. Et je crois bien fière de ça, voilà, qu'ils respectent, je crois. Très bien, alors en tout cas, merci Madame Mabunda pour ce point. Que chacun garde ses questions, on reviendra sur cette thématique du double foyer. Et on va accueillir donc, notre prochaine invitée, Madame Jeannette Verler, qui est psychanalyste et psychothérapeute. Citoyenneté. Citoyenneté et communautarisme. Moi, ces deux mots m'ont beaucoup interpellée. Parce que je me suis dit, c'est un concept, ce sont des mots. Que mettons derrière ces mots? Comment ressent-on ces mots, suivant son origine, suivant d'où on vient, suivant son éducation? Et à entendre justement les propos de ces dames avant, je me rends compte encore plus fortement qu'il est difficile pour certains, venant de l'extérieur, de mettre une définition sur ces mots. Donc la question, elle était, pour mon cas personnel, et si on commençait d'abord par étudier ces mots? Si on commençait d'abord par parler le même langage? Et ce que je vois dans ma profession, ce que j'ai vu jadis, c'est la barrière de la langue. Et peut-être que la première difficulté, elle est là, quand on arrive dans un pays qui n'est pas le vôtre, pour des tas de raisons, politiques, économiques ou autres, ou par choix, parce que ça arrive aussi par choix. Ne serait-il pas nécessaire de commencer d'abord par apprendre la langue du pays dans lequel on veut aller, et pour y rester ou pour ne pas y rester? C'est sûrement une grande barrière qui doit se passer à ce moment-là. Comment faire? Et je pense que pour l'éducation des enfants, pour ceux qui vont en avoir ou qui en ont, il est nécessaire que l'on fasse ce pas en tant que parent. Apprendre la langue du pays dans lequel vous êtes. Ça sera sûrement la seule solution pour comprendre toutes les valeurs du pays qui vous reçoit et des lois surtout qui sont très importantes et qui ne sont pas les mêmes, comme vous le savez, d'un pays à un autre. Et puis je pense aussi à ces femmes qui arrivent dans ce pays sans connaître la langue, qui donnent cette barrière. Comment peut-on s'intégrer? Comment peut-on suivre nos enfants dans la scolarité si on ne comprend pas ce que l'on dit?
ou si on ne comprend pas ce que l'on reçoit comme information. Et il est sûrement nécessaire de passer par là. Tout d'abord, passer par cette langue. Pour moi, c'est ce que je donnerais en premier pour les femmes, de façon à prendre de l'autonomie, de façon à suivre ses enfants, suivre la famille, prendre de l'indépendance pour soi-même, ce qui est important aussi. Aujourd'hui, dans notre France, nous avons des associations qui peuvent nous mener à ça. Et puis, il y a le voisin, éventuellement, qui peut vous aider aussi à rentrer là-dedans. De façon à éviter, j'aime pas le mot communautarisme, ça me gêne. Parce que dans le mot communautarisme, il y a commun. Et je préférerais justement que l'on mette des choses en commun. Alors pourquoi justement ne pas aller vers l'autre, de façon à se comprendre, à se connaître? J'ai un exemple tout simple qui est arrivé dans ma famille. En 1949, ma maman arrive d'Espagne. Mon père parlait français, puisqu'il y était déjà depuis fort longtemps. Et elle s'est trouvée dans ce pays sans rien connaître, en plus venant du sud, de l'Andalousie, la chaleur, on arrive en Touraine où il fait froid. La première des choses que maman a fait, elle nous l'a souvent raconté, pour justement aller vers cette intégration, eh ben, c'était d'écouter la radio. Bien sûr, elle ne comprenait pas tout, mais elle avait certains mots, et petit à petit, elle a pu arriver à s'intégrer à cette communauté. Et ensuite, bien sûr, par le biais des enfants, puisque les enfants étaient scolarisés. Donc, je pense que c'est la première des choses qu'il faut pour les femmes qui arrivent dans ce pays, dans notre pays, où il y a quand même énormément de choses pour accueillir, c'est de s'ouvrir, de ne pas se fermer, de ne pas rester non plus entre soi. Parce que c'est pas entre soi qu'on apprend à connaître l'autre, n'est-ce pas? Parce que là aussi, l'exemple que maman nous expliquait, c'était que de rester dans sa communauté, on ne pouvait pas s'intégrer à l'autre. Et il est important de fréquenter l'autre. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire enlever ses racines, ça ne veut pas dire enlever non plus toutes ses valeurs, surtout pas, hein. Mais voilà, ça aide. Et je pense que tout ça passera par la langue, par l'envie de vouloir être avec l'autre, de vouloir s'émanciper à quelque part. Et je pense que la femme, c'est par ça qu'elle pourra passer. Par d'abord la connaissance. Et ensuite, en fréquentant les citoyens qui sont les citoyens de ce pays, on est là aussi pour aider, pour tendre la main. Donc je ne dirais pas communautarisme, je dirais commun, mettre en commun. Et pour mettre en commun, il faut d'abord savoir qui on est, comment on se met en valeur. C'est important aussi de se mettre en valeur. Donc, si j'ai un conseil que je pourrais donner, c'est celui-ci. Apprenez la langue du pays dans lequel vous allez vivre, de façon à pouvoir s'intégrer et pouvoir partager avec l'autre. Psychanalyste, psychothérapeute. Est-ce que vous pouvez nous parler quand même des impacts de la brutalité de cet exil sur peut-être la difficulté de s'intégrer pour les femmes de cette diaspora? Oui, bien sûr, parce que dès l'instant que vous arrivez dans un pays où vous ne connaissez rien, où le fait que la langue est la barrière, le fait que les mœurs sont différentes, que les valeurs aussi peuvent être différentes, vous allez forcément reprendre vos habitudes à vous. C'est beaucoup plus facile. Donc c'est pour ça que je crois que le mieux, c'est de s'ouvrir à l'autre, aller vers l'autre, ne pas avoir peur de demander. Ce qui n'est pas forcément facile, mais il y a toujours autour de vous quelqu'un qui peut vous aider. Et alors, éviter le communautarisme, comme vous dites, est-ce que ça veut dire ne plus du tout fréquenter des gens de sa culture, par exemple, ne plus du tout se regrouper autour de cultes qu'on célèbre en commun, autour de traditions communes? Ah, surtout pas, je crois que justement les racines et ses habitudes, il faut les garder. Mais il ne faut pas que ce soit constant. Parce que c'est beaucoup plus facile de rester entre soi et de partager toutes ses valeurs et toutes ses envies, plutôt que d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Mais l'intégration, elle ne passera pas si l'on fait ça. Mais qu'est-ce que c'est le juste milieu, justement, entre le repli communautaire et l'intégration? Le juste milieu, ce serait justement peut-être d'aller vers l'autre aussi. Mais l'autre aussi venir vers soi, hein, c'est la même chose, hein, attention, je crois. C'est dans les deux sens. Nous aussi, nous devons tendre la main, n'est-ce pas? Mais souvent, quand on arrive dans un pays étranger, moi qui voyage aussi beaucoup,
je m'aperçois qu'on a plutôt tendance à rester entre nous. Voilà, hein, on est entre nous, on se connaît bien, on a les mêmes valeurs, la même langue, nos habitudes. Et ça, c'est pas la façon de s'intégrer. Parce que s'intégrer, c'est aussi aller voir l'autre, aller comprendre l'autre, comment ils vivent. Moi, je sais que quand je voyage à travers certains pays, la première des choses que je fais, c'est d'essayer justement de trouver un autochtone. Je lui explique comment il vit, comment il est, ses habitudes, ses coutumes, ses fêtes, notamment pour pouvoir connaître comment il est. Et de là, on peut échanger. Alors, je vais vous demander de ne pas retourner à votre place tout de suite, s'il vous plaît. Madame Cor, vous avez dit que vous étiez un peu pressée, que vous alliez nous quitter bientôt. Est-ce que je peux vous demander de nous rejoindre à cette table, justement pour nous... pour les quelques minutes qui vous restent, puisque justement Madame Verleur parle de s'ouvrir aux autres, d'aller vers l'autre, de faire ce pas-là. Et vous, en tant que parlementaire, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les choses mises en place par la France, justement, pour permettre d'aller vers l'autre, aux Congolais de la diaspora de venir vers la société française, et à la France d'intégrer cette diaspora congolaise? C'est parce que je sais, c'est un piège. si. Non, mais merci de l'interpellation. En fait, vous êtes vraiment au cœur de la difficulté de notre pays aujourd'hui. Ce que vous venez de dire, madame, c'est s'intégrer dans un nouveau pays, c'est d'abord parler la langue, et deuxièmement, et sûrement en parallèle d'ailleurs, d'aller vers l'autre. Voilà. Et la question immédiatement a été, mais est-ce qu'il faut renoncer à nos origines pour autant, quoi? Et toute la difficulté aujourd'hui, on le voit bien, pour tous ceux qui arrivent d'autre part, ou qui sont arrivés d'autre part depuis toujours, puisque notre pays a toujours été un pays d'accueil, on voit bien que de ce point de vue-là, on n'a pas tout à fait réussi. Peut-être que les Français qui étaient déjà là n'ont pas su s'ouvrir vers ceux qui arrivaient, et ceux qui arrivaient n'ont pas toujours su aller vers les autres. Mais cette question de est-ce que je dois renoncer à mes origines, à ma culture et à mes pratiques culturelles parce que j'arrive dans un autre pays, à mon sens, c'est pas ça l'intégration. S'intégrer, c'est pas renier son histoire. Mais il faut, tout en gardant son histoire, réussir à s'intégrer dans la nouvelle histoire qu'on est en train de construire, particulièrement quand on a vocation ou envie à rester dans le pays. Alors après, pour répondre à votre question, il y a des lois sur l'accueil. Enfin, là encore, hein, je disais qu'on légifère surtout, la preuve. Il y a des choses qui sont mises en place pour l'intégration et l'accueil des nouveaux résidents, qu'ils soient destinés à devenir français ou pas d'ailleurs. Et on est en ce moment en train de travailler sur une loi qui s'appelle le droit des étrangers. Voilà, là, mardi prochain, dans l'hémicycle, de nouveau, on retravaille dessus, avec la mise, enfin quelque chose qui existe en fait depuis quelques années, mais sur lequel on travaille, qui est un contrat d'accueil et d'intégration. Accueil et intégration. Et avec, effectivement, la nécessité d'apprendre le français pour pouvoir avoir les cartes de séjour à plus long terme, la nécessité de montrer qu'on a acquis un certain nombre de connaissances sur l'organisation publique de notre pays, etc. Et donc, des choses sont mises en place avec un accompagnement. Il y a plein d'associations dans notre pays qui aident à ça. D'abord, là, quand c'est prévu dans la loi comme ça, sur le contrat d'accueil et d'intégration, il y a un organisme de formation qui est mis à disposition. Mais après, il y a plein d'associations que vous connaissez peut-être. À Orléans, il y a l'ASTI, il y a la CIMAD, sur Saint-Jean-de-Bray, il y a Brésil ouverte, il y a RESF pour les enfants. Enfin, il y a plein d'assauts qui servent à ça. Mais on voit bien que c'est très difficile, hein, et c'est bien pour ça que les questions que vous vous posez aujourd'hui, finalement. C'est-à-dire que comment on fait, en gardant notre histoire, nos origines, sans renier tout ça, on arrive à s'intégrer dans